Je ne suis pas Anne-Marie Geneviève, mais je la représente avec beaucoup de plaisir au nom d'elle-même et de l'Association des Amis du Laboratoire pour accueillir M. Olivier Salvador et l'entendre dans un instant sur une préoccupation à propos d'une préoccupation qui, je crois, nous concerne beaucoup plus largement qu'on ne pourrait l'imaginer au départ. Alors, quelques mots très brefs sur votre notice biographique. Vous êtes conservateur de la réserve naturelle nationale de Noëde et depuis plus de 20 ans, mention particulière, vous êtes à la fois référent pour les grands prédateurs que sont l'ours et le loup et pour la protection des troupeaux au sein de la Fédération des réserves naturelles catalanes, puisque Noëde est situé effectivement dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne française. Vous êtes géographe de formation, vous avez obtenu un master sur la géopolitique des conflits environnementaux autour de la problématique de l'ours, du loup et du lynx à l'IRD d'Orléans, c'est-à-dire à l'Institut, bien sûr, de recherche et de développement d'Orléans. À cette formation de nature académique, vous avez ajouté une formation de terrain sur les espèces que je viens de mentionner, ce qui a nourri votre parcours enrichi d'approches à la fois techniques et humaines. Alors on peut se demander ce qui est à l'origine d'un choix professionnel très spécifique dont la nature même laisse entendre qu'il coïncide avec un engagement profond. Sans doute, comme la plupart d'entre nous, ce choix plonge-t-il ses racines dans une expérience précoce, d'ailleurs vous me l'avez confié succinctement hier, celle de l'immersion dans un espace naturel particulier, en l'occurrence celui des montagnes proches. Vous avez beaucoup reçu de ces montagnes, en quelque sorte vous avez voulu leur rendre une forme de reconnaissance. Alors il me semble que déjà par le titre de votre intervention, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de questions, et je ne vais pas en dénombrer trop bien sûr, vont être développées. D'abord, comment concilier la préservation d'espèces animales, celle de l'ours et du loup en particulier, ces espèces qui hantent la mémoire des hommes à travers des récits, des légendes et même des œuvres littéraires parfois assez terrorisantes. Comment donc concilier cette préservation avec la protection des animaux domestiques et parfois même avec celle de l'homme? Deuxième question non moins importante, en quoi cette double orientation préservation et protection qui pourrait sembler intrinsèquement incompatible est-elle liée à la nécessité de lutter contre toutes les menaces qui pèsent sur la biodiversité? Et c'est une nécessité qui devient quasiment une question politique autant que scientifique et humaine aujourd'hui. Alors je vous cède la parole bien entendu en vous disant que l'exposé de M. Salvador durera peut-être un petit peu plus longtemps qu'à l'accoutumée, mais il a accepté tout de même de le réduire et il se propose, si vous le souhaitez, d'interrompre de temps en temps ce qu'il présente pour vous donner la parole. De toute façon, vous l'aurez à l'issue de l'ensemble de sa présentation. Merci à vous tous d'être là, et à vous toutes, et à vous, M. Salvador, la parole. Alors, bonsoir, et merci déjà de m'accueillir, et à travers votre invitation, c'est aussi les réserves naturelles catalanes qui sont on va dire, honorés avec mes collègues. Donc voilà, les réserves naturelles catalanes sur le département des Pyrénées françaises et des Pyrénées-Orientales, avec donc, vous voyez, donc, ces réserves naturelles qui sont en fait de la mer, de Banyuls à la haute montagne, vers le Pic d'Ain, plus de 2880 mètres d'altitude, qui recèlent il y a autour de 15 000 espèces. Donc on est vraiment sur ce territoire-là, on est vraiment sur ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité en France et même dans le monde. Donc on est beaucoup de salariés, plus de 25, à œuvrer et avoir cette chance-là d'œuvrer sur ces territoires-là pour arriver à connaître, protéger et aussi faire découvrir, du moins sensibiliser. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour replacer un peu mes propos. Là, par contre, on s'en va. On peut toujours se poser la question
qu'est-ce qu'on fait dans les réserves naturelles catalanes autour de ces animaux-là? C'est avoir d'abord avec un travail de terrain qui va être renforcé, une vigilance pour détecter la présence. C'est pas toujours évident, hein, c'est beaucoup il y a de la technique, puis il y a aussi beaucoup de crapahutes en montagne, il y a des pièges photos, mais pas que. Il faut d'abord aller dans les bons endroits pour ensuite placer les pièges photos ou les pièges à empreintes aux bons endroits pour arriver à détecter ces espèces-là. L'autre travail, ça va être vraiment auprès des éleveurs volontaires d'arriver à anticiper les choses avant qu'il y ait des problèmes et de la prédation, et de travailler avec eux pour sécuriser les troupeaux. Et enfin, et surtout, ces territoires protégés, il y a une fonction importante, ce sont des territoires, donc des réserves naturelles nationales, parfois des réserves naturelles régionales, mais donc il y a des enjeux de conservation qui sont locaux, nationaux, parfois mondiaux, et donc on est autant de territoires où on va mettre un peu plus de moyens pour justement trouver des moyens à mieux protéger et à trouver de nouvelles techniques de protection. Et ça, c'est intéressant pour que toute activité humaine sur ces espaces naturels protégés soit beaucoup plus vertueuse avec la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est un peu la source de notre travail. Mais on va revenir à l'ours et au loup pour comprendre un peu et essayer d'avancer sur ces questions de coexistence. Moi, je vous propose, à travers cette conférence, un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace pour se questionner sur l'histoire de ces animaux-là, de leur relation avec les humains, mais aussi se poser la question si ailleurs, en Italie, en Espagne, alors voilà, on n'ira pas trop loin et on n'ira pas dans plein de pays parce qu'on n'aura pas le temps ce soir, mais déjà un peu d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, non pas pour essayer de caler ou copier des modèles, mais en tout cas déjà regarder ce qui se passe. Est-ce que les situations sont homogènes? Est-ce que tout est beau, tout se passe bien, ou est-ce que c'est plus complexe? Voilà, et voilà un peu notre petit voyage dans le temps, surtout qu'avec et dans le temps et dans l'espace, surtout qu'avec ces espèces, il faut bien savoir qu'on a vraiment une lourdeur culturelle quelque part, et en même temps, il y a des données biologiques. Et parmi ces données biologiques, ce sont des espèces qui sont discrètes, en faible densité, et du coup, elles sont parfois difficilement détectables. C'est des espèces déprédatrices dans le cadre où, en fait, elles vont prédater des animaux domestiques, donc qui sont liés à l'activité humaine, et ça pose problème. C'est pas que du sauvage que ces animaux-là vont prédater. Et aussi, il y a une donnée qui vient souvent perturber tout ça, c'est que ce sont des animaux qui, vu la charge émotionnelle qu'ils ont et passionnelle, ce sont des marronniers médiatiques parfois confortables. Et lorsque le Tour de France s'arrête au mois de juillet, s'il y a de la prédation, par exemple dans les Alpes, le mois d'août, voilà, ça va occuper les médias. Bon, alors, actuellement, on n'en est pas là, hein, puisqu'il y a aussi d'autres problèmes, comme les feux, on le voit. Mais en tout cas, c'est dans une activité médiatique calme, on en parle souvent. Et autre chose, enfin, à travers le temps, ces animaux ont parfois été des boucs émissaires. Donc, juste un petit retour, mettons, autour de 7000 ans, juste la présentation à travers cette carte, on peut s'imaginer, tout en noir, la présence du loup dans l'hémisphère nord, puisque le loup n'occupe que l'hémisphère nord sur la planète. Et donc, historiquement, il y a 7000 ans, lorsqu'on a une société encore qui est de chasseurs-cueilleurs, donc même si c'est les prémices du néolithique, mais un peu avant, on a vraiment le loup est présent sur tous ces espaces-là. Et il va se passer des choses, puisqu'on voit qu'au fin du 19e, début du 20e, en gris, ce sont les zones où le loup a été éradiqué. Je dis bien éradiqué, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Fin du 19e, début du 20e. Et on voit que le loup se maintient à ce moment-là dans des espaces où les densités humaines sont plutôt faibles et dans des espaces qu'on va qualifier un peu de sauvages. Mais tous les secteurs qui sont liés à des densités humaines importantes, de l'urbanisation ou alors dans les plaines agricoles européennes, le loup a été éradiqué. C'est le cas également en montagne. On voit en France, on peut parler d'une extermination réussie, puisqu'en fait c'était à ce moment-là une volonté publique et une volonté de l'État français
d'éliminer le loup. Donc on voit bien qu'au XVIIIe siècle, le loup est présent quasiment partout, de la mer à la montagne, hormis les zones humides. Souvent, les landes à ce moment-là n'étaient pas boisées, donc c'était des zones humides, et les loups, les dômes également, donc on voit bien que c'est des secteurs qui leur plaisaient pas trop, mais après il est présent donc de la mer à la montagne, et on considère que dans les années 1923, les loups ont disparu. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on va remonter donc en arrière, on est autour de à peu près là, 12 000 ans avant Jésus-Christ. On est dans des sociétés paléolithiques, avec des chasseurs, des cueilleurs. On peut être dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, mais on va être aussi dans certaines zones comme du Moyen-Orient. Dans ces sociétés-là, on va avoir des animaux qui sont abattus par les peuples chasseurs, et on va avoir en périphérie des loups qui vont venir, comme ça, consommer les restes alimentaires. On suppose que la domestication, c'est quelque chose sur une histoire assez longue, mais en fait, la domestication du loup, pour donner progressivement du chien, elle va débuter entre 20 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ, à peu près, d'après les travaux actuels. Et donc, on a des animaux comme ça, certains loups, certains caractères, certains loups un peu plus, on va dire, sociables, vont se rapprocher des campements, et progressivement, sur des millénaires, on va avoir des loups qui vont devenir des chiens. Donc il y a une relation à ce moment-là entre l'homme et le loup qui est pas forcément des confrontations de conflits. On peut supposer aussi que ces loups ensuite qui étaient liés au campement humain, pouvaient aussi avertir les humains d'autres menaces par des aboiements, puisqu'il y avait des interférences comme ça et des relations qui étaient établies. Donc, d'autres choses qui va se passer un peu plus tard, qui va bouleverser ce rapport-là, cette lente domestication, c'est l'apparition de la société néolithique avec le pastoralisme et la domestication du mouflon, la domestication progressive. Là aussi, on est sur du temps long, ça ne se fait pas rapidement. Donc, les quelques mouflons qui vont être domestiqués, on suppose, avec des pierres à sel pour attirer les animaux, et progressivement, on va avoir des brebis. Mais donc on aura à un moment donné des troupeaux semi-sauvages, semi-domestiques, avec des nomades qui les suivent, et progressivement une sédentarité. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'au Moyen-Orient, du côté de l'Iran, l'Irak, qui est un peu le berceau un peu de ce modèle-là, la société agro-pastorale se développe, eh bien on va avoir il va y avoir des mouvements migratoires de ces peuples-là, qui vont venir en Europe occidentale, orientale, dans des zones où il y a des ours, des loups, des lynx, et donc on va avoir des confrontations. Et c'est là que débutent les gros problèmes, c'est dans ce basculement-là. Mais il n'empêche qu'il y a 5000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, eh bien on peut supposer qu'on a déjà des problèmes. Mais on va avoir une accélération de ce combat contre l'ours et le loup, parce qu'il y a bien un combat qui se fait par rapport à la société pastorale. On ne peut pas parler d'une harmonie passée. Je pense que ça c'est quelque chose d'important peut-être à avoir. Eh bien on va avoir en même temps une accélération de ce système-là, avec la mise en place progressive dans les sociétés humaines des 3 religions monothéistes, qui vont quand même placer l'être humain au centre du système, au centre de la vie, et avec un message qui va être quelque part d'éliminer ce qui dérange. Et ce message-là, il a un impact important, conscient, inconscient, qui va mener certaines crises autour de la biodiversité. Enfin, en tout cas, ça y contribue. Je ne sais pas pour faire le procès de tout ça, mais en tout cas, il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités ici, qui, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez dorénavant partagé. Alors, avant que ces animaux-là ont aussi été sacralisés par les peuples passés, et notamment au niveau des survivances comme ça, au niveau des peuples cueilleurs, chasseurs. Ces animaux-là, eh bien, par exemple l'ours, alors il y a l'ouvrage de M. Pastoureau, de Michel Pastoureau, le démontre très très bien. Ces ours, au départ, l'ours était un animal qui était déifié, et puis progressivement, par exemple, avec l'installation de la société beaucoup plus sédentaire, et en même temps avec le développement du christianisme en France, on a
destituer l'ours pour aller chercher un autre dieu, qui était le lion, par exemple, le roi de la jungle. Et ça, c'est quelque chose qui a été étudié à travers des recherches dans les placements des ossements, dans certaines grottes. Voilà. Donc pour vous dire que ce dieu disparu, eh bien, il a quand même des réminiscences dans des fêtes actuellement, notamment dans l'Aragon, notamment aussi dans la vallée de Pras de Moyo, où on parle de l'ours d'une autre façon, même s'il y a une question de rivalité aussi, qui est une rivalité symbolique autour de la virilité, comme l'ours comme un rival de l'homme, plutôt des hommes, et au niveau masculin. Et bon, ces cultes sont présents aussi dans différents peuples, mais ça démontre aussi la force de ces espèces dans les sociétés humaines. Cette confrontation à l'homme, elle est complexe, notamment dans les Pyrénées, où on a eu une relation aussi, que je voulais quand même relater là brièvement, une relation d'intérêt. C'est-à-dire que les ours ont été combattus avec des primes d'État pour exterminer les ours, qui était l'État qui payait l'équivalent presque de 6 mois de salaire d'instituteurs, au début du XXe siècle à peu près, ça correspondait, un ours mort. Mais à côté de ça, il y avait aussi dans des communautés villageoises, et notamment en Ariège, des gens qui allaient dans la montagne pour chercher des oursons, pour ensuite les dresser et les vendre, pour ensuite faire un montreur d'ours. Et rapidement, les Pyrénées, dès le XVIIIe, XIXe siècle, on commence à manquer d'oursons. Donc il y a un commerce qui s'est mis en place pour aller chercher des oursons, notamment en Europe de l'Est. Pour vous dire que la relation est aussi parfois avec des intérêts importants. Et ce déclin et cette disparition, alors là, cette fois-ci, on va dire pour l'ours et le loup, donc elle débute il y a longtemps, il y a la loi dès l'Antiquité pour le loup, il y a des primes qui sont données pour abattre les loups, pour la sécurité des troupeaux. On ne parle pas forcément de sécurité humaine, ça viendra plus tard, avec parfois pas mal de fantasmes, mais on est vraiment sur quelque chose lié à la protection des troupeaux. Alors au début, vous voyez, c'est des pièges qui ne valent pas grand-chose, on va dire, donc c'est pas avec des cordes et avec des fosses à loups comme on peut trouver, d'ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, presque dans toutes les zones montagnardes, eh bien c'est pas avec ces outils-là que l'ours et surtout que le loup a été éliminé, mais en tout cas ça a y contribué. Voici par exemple une fosse à loup, mais ça va être plutôt l'empoisonnement, l'utilisation notamment de la strychnine, donc ça c'est une louve qui a été empoisonnée. Et puis on est dans ce contexte-là, donc au début du XXe siècle, on a la volonté de l'État d'éradiquer l'ours et le loup qui est bien en place, qui avait débuté pour le loup donc dès l'Antiquité, mais en France, le corps des lieutenants de louveterie est créé dès Charlemagne, renforcé avec François Ier, donc c'est une vieille histoire. L'État français investit sur le long terme pour exterminer le loup, et là on va accélérer ça au XXe siècle avec des armes à feu beaucoup plus efficaces et par de l'empoisonnement. Autre chose qui va jouer, le début du XXe siècle pour les zones montagnardes, c'est une période de l'histoire où on a un pic démographique humain, cette fois-ci, avec parfois d'ailleurs des crises écologiques, on pourra y revenir. On l'a vu ici sur le Canigou avec une grosse déforestation et avec des problèmes par rapport aux égats, etc. Mais en tout cas, cette grande déforestation des montagnes, eh bien, elle va priver ces animaux-là de refuge et ça va faciliter l'extermination. Et surtout, au début du XXe siècle, on a beaucoup de troupeaux domestiques et on a, avec une chasse qui n'est pas du tout organisée, mais par contre les arbres se sont énormément améliorés, on a la disparition et l'éradication par exemple du chevreuil, du cerf-élaphe, quasiment du côté des Pyrénées. Je parle pour les Pyrénées et les Alpes par exemple. Les effectifs de isards, de chamois sont au plus bas. Ça veut dire que le peu d'ours et de loups qui subsistent au début du XXe n'ont pas d'autre solution pour se nourrir, enfin, surtout le loup qui est un carnivore à 100%, que de se rabattre sur les troupeaux domestiques. Donc on a des conflits avec les sociétés humaines très importants, et il n'y a aucun accompagnement, bien entendu, pour protéger ces animaux-là, donc il n'y a pas de compensation financière, etc. Donc
les conflits sont à leur maximum et il est encore plus facile d'éliminer ces animaux-là puisqu'ils viennent sur ce qu'ils ont de plus facile à trouver, c'est-à-dire des troupeaux et des bêtes domestiques, que ce soit des chèvres, des brebis, voire des vaches. Donc ça, c'est le début du XXe. Et à la fin du XXe, on a un basculement qui est celui de la prise en compte de l'écologie, de la biodiversité. Donc à partir des années 50, c'est les prémices pour l'ours et le loup. Enfin, pour l'ours, pardon. Et donc on a l'ours et le loup, excusez-moi, qui sont protégés par l'État à la fin du XXe siècle. On a une reforestation qui est liée en montagne à l'exode rural. Et puis on a également une réintroduction des ongulés sauvages qui va débuter dans les années 50, se renforcer dans les années 70, avec les sociétés de chasse et les fédérations de chasse qui vont réintroduire du cerf-élaphe, du chevreuil, introduire parfois du mouflon, et avec également des plans de chasse et des réserves de chasse qui vont être au service du développement de ces populations-là. Et ce développement va engendrer des capacités d'accueil pour l'ours et le loup qui vont redevenir, la montagne va redevenir favorable biologiquement à partir de, on va dire, de la fin des années 70, début des années 80. Alors au début du XXe siècle, c'est un peu provoque ce que je dis là, mais l'éradication du loup en France, c'est une réussite de la politique de l'État, on va dire. Et par contre, on se rend compte qu'en Espagne et en Italie, il y a certaines zones où le loup et même l'ours vont se maintenir. Alors pour l'ours en France, il se maintient dans certaines vallées, mais en tout cas le loup, dans certaines régions d'Italie et d'Espagne, il va se maintenir. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se fait, puisque bon, peut-être que les loups, peut-être que les Italiens ou les Espagnols aiment les loups plus que les Français. C'est que là-bas ça se passe bien, ils savent comment faire, ils leur parlent peut-être, voilà. Problème. L'origine de tout ça, elle est plutôt, on va dire, politique. Peut-être que vous avez quelques idées là-dessus, mais en tout cas, dans ces zones où le loup et l'ours vont se maintenir, on a des facteurs importants. C'est le maintien parfois d'une population d'ongulés sauvages, voilà, comme le chevreuil. C'est des zones où il y a de faibles densités humaines, déjà, historiquement. Donc ces animaux-là vont toujours avoir quand même un peu de possibilité d'être sur du sauvage et pas exclusivement que sur du domestique au début du XXe siècle. On a une faible densité humaine, avec un maintien d'un couvert forestier arbustif qui est quand même assez plus important que dans certaines vallées françaises. Et surtout, c'est sans doute ça le plus important, c'est que dès les années 30, on a des créations de réserves. Mais là-bas, ce ne sont pas des réserves à la base pour la biodiversité, ce sont des réserves de chasse exclusivement pour les dignitaires du régime, au départ c'était des rois, c'est devenu ensuite certains dictateurs, comme Mussolini, comme Franco, qui vont aller chasser l'ours et le loup dans ces secteurs-là. Et donc on doit à ces réserves de chasse la survie de l'ours et du loup en Espagne et en Italie. Alors voici les secteurs en question. Donc vous avez pour l'Espagne la réserve de chasse de Somiedo, qui abrite une des plus grosses populations d'ours de l'Europe occidentale, puisqu'on en est maintenant autour de 300 individus recensés, avec aussi la Sierra de la Culebra. Alors là, la Sierra de la Culebra, c'est vraiment sur le loup, où là, il y a eu une réserve dédiée au loup, et on a la plus forte densité de loups en Europe occidentale, était également dans ce secteur-là, puisqu'on a des meutes avec autour de 25 à 50 km², alors que dans les Alpes, on est autour de entre 70 et 150 km². Voilà, pour vous dire la réussite de ce secteur-là. Et ensuite, la réserve de chasse des Abruzzes, donc là on est dans les années 30 également, qui va protéger ours et loups, avec parfois même des interdictions dans ces coins-là de chasser les ongulés sauvages pour les populations locales humaines. Voilà. C'est vraiment des réserves très dures avec des politiques pas toujours conciliantes, mais à l'échelle et à l'image des dictateurs à ce moment-là on n'est pas dans la chasse populaire en Italie et en Espagne dans les années 30. Et puis voilà, bon, les choses ont changé. Là, nous sommes au début du XXIe siècle, et à partir des années 1970-1980, ces réserves uniquement cynégétiques en fait, vont muter en parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, comme le parc national des Abruzzes, qui a eu une grande popularité, Somiedo, etc. Donc c'est à partir de là, à partir de ces 2000 loups
dans le parc national des Abruzzes, vous avez eu comme ça 300-400 loups qui ont été protégés et qui ensuite, à partir de là, ont recolonisé toute la côte italienne et puis jusqu'aux Alpes françaises à partir des années 1992. Pour les Pyrénées espagnoles, on verra, c'est beaucoup plus complexe, mais en tout cas, il y a autour de 3000 loups actuellement en Espagne et au Portugal, puisque ce sont des secteurs qui sont adjacents. Alors, sur les centres de la coexistence, actuellement, en Espagne, au nord du fleuve Duero, qui partage un petit peu qui part depuis le Portugal, là, longtemps, on a eu la zone où il y avait la plus belle population de loups. Et c'était lié, si vous voulez, à des zones en Espagne où le loup était classé cynégétique, le nord de l'Espagne, le nord-ouest. Il était classé cynégétique, mais surtout, les éleveurs étaient indemnisés dès qu'il y avait des dégâts. Alors que le loup en Espagne, longtemps, dans le sud, était strictement protégé sans activité cynégétique. C'est un peu compliqué, mais par contre, les éleveurs n'étaient pas indemnisés. Donc il y a eu forcément beaucoup de braconnage. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le nord de l'Espagne, avec un développement des populations de loups qui a d'autant plus été facilité par la réserve de la Sierra de la Culebra, où en fait le loup est devenu là-bas, jusqu'en février 2020, donc c'est assez récent, une véritable devise, une véritable ressource économique pour des petites communes rurales, puisque un trophée de loup, c'était jusqu'à 20 000 €. Donc il y avait un intérêt pour les populations locales d'avoir du loup, puisqu'en fait il était monnayé localement. Et surtout qu'en plus, les loups, cet argent était directement reversé aux communes. Et depuis février 2020, il y a une loi en Espagne qui maintenant protège le loup intégralement. Alors par rapport à donc ce système est en train de changer, et sociologiquement, ça serait intéressant d'aller voir actuellement ce qui se passe là-bas, parce qu'il y avait quand même un intérêt économique fort pour ces communes-là. Donc je ne sais pas, c'est tout récent, c'était pendant le confinement, hein, donc voilà, quelque chose à creuser. En tout cas, le système reposait quand même sur cette valorisation économique liée à l'activité cynégétique. Je parle pour l'Espagne. Donc c'était bien, dans une optique, que ce soit en Italie ou en Espagne, de faire fructifier le capital loup et ours. Et c'était, alors en Italie, là par contre, dans le parc national des Abruzzes, ils ont vraiment développé l'écotourisme avec des gîtes. C'est pas l'animal mort qui rapporte, hein, mais c'est l'animal vivant là, dans cet espace, avec des parcs de vision également. L'Espagne a fait ça aussi. Donc ça a été intégré réellement à l'économie. Ça veut dire que ces animaux-là, du côté de l'Espagne ou de l'Italie, du côté des Abruzzes, hein, je parle, dans ces secteurs traditionnels de présence, quand il y a un ours qui est vu, il y a les petits-enfants, les grands-parents, les parents, tout le monde s'en va avec la glacière pour aller observer l'ours et l'ourson. Voilà. En France, quand un ours est vu, actuellement, dans les Pyrénées, on est encore dans un repli et sur la peur, hein, sur le danger. Donc là-bas, au contraire, tout le monde y va avec les lunettes, avec les jumelles. Voilà, c'est pour dire que ces animaux-là font partie complètement du paysage, de la tradition, et ils sont d'autant plus acceptés. Par contre, dans d'autres secteurs d'Espagne où il n'y a pas eu de cette culture de vivre ensemble, là, la peur est la même qu'en France. Voilà. Donc c'est vraiment lié à l'habitude de vivre ensemble et à l'habitude d'avoir un voisin qui s'appelle l'ours ou le loup, que les relations s'effectuent. Il ne peut pas y avoir de bonnes relations si on va dire les trois espèces, c'est-à-dire l'être humain, l'ours et le loup, ne se côtoient pas. Et bien là, il y a toujours de la méfiance qui s'installe. Enfin, en tout cas, fortement chez les humains. Alors, là, on est allé un peu vite, mais parce qu'il y a des choses intéressantes à la fin aussi, c'est pour ça. Voilà. On était sur l'aspect vraiment historique. Je vous invite maintenant de regarder quelque chose différemment. C'est pour avancer sur on va dire, des données sur les centres de la coexistence. C'est de bien voir des bases toutes simples sur la biologie des espèces qui expliquent aussi à la fois des peurs, des fascinations, mais aussi avoir des réalités. Donc un ours, c'est un animal, c'est un grand prédateur pour le coup. C'est un animal qui a une dentition de carnivore, mais qui a un régime alimentaire et un appareil digestif qui désormais va
vers un régime plutôt végétarien. Et donc à 80% de son alimentation, on est sur des végétaux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait, même s'il est classé grand prédateur parce qu'il est costaud, il fait un ours brun qui est présent dans les Pyrénées, ça va pour une femelle, on peut être autour de 70 kg, on peut aller sur un mâle autour de 200, 250 kg. Voilà. Et quand il se dresse sur ses deux pattes, une femelle peut être autour de 1,70 m et un mâle peut être à 2 mètres. Donc voilà, c'est un animal qui est très massif. Et donc en voici un. Donc, par contre, une fois qu'il est à 4 pattes, ça c'est un ours néré, c'est un des plus gros qui est actuellement présent dans les Pyrénées françaises. Il fait à peu près autour de 70 cm au garrot. Voilà. 70, 1 mètre, pas plus, au garrot. Voilà. Et après, on voit bien l'épaisseur de ses membres, c'est vraiment un gros animal avec cette bosse caractéristique. Une autre photo, cette fois-ci, c'est une ours qui était très populaire. C'était une ours des Pyrénées, l'ours cannelle. Alors là, elle est en pleine mue. Donc c'est pour ça qu'elle paraît un peu, voilà, elle perd ses poils. Et donc on est au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est le moment où elle perd ses poils. On voit ses tétines aussi qui sont assez au niveau des membres avant, hein, parce que les ours sont comme les humains, ils ont des seins au niveau des épaules. Voilà, donc là, on voit qu'elle est autour de 70 kg, vous voyez, c'est un animal beaucoup plus léger, avec un fort dimorphisme un peu sexuel. La question des échelles, eh bien, c'est un animal qui, dans notre tête, on peut s'imaginer qu'il vit dans des grandes cavernes, mais en fait, c'est plutôt des terriers, plutôt des tanières. Pour y rentrer, c'est plutôt quelque chose d'assez étroit, pour avoir le maximum en hiver de protection contre le froid, contre la pluie. Voici la taille, hein, donc, des ours. Donc le personnage là, en photo, il fait un ancien copain, là, il fait à peu près 1m75, et à côté de lui, on a l'ours cannelle tout à fait à gauche, et à droite, c'est des oursons. Vous voyez, c'est des animaux qui ne sont pas très grands. Là, les empreintes également, une raquette à neige, c'est des empreintes comme ça, à peu près. Là, sur votre gauche, vous avez du 40, et à droite, à l'extrême droite, vous avez la patte avant la plus grosse que vous pouvez trouver dans les Pyrénées. Voilà. Donc c'est pas des gros animaux, c'est pas si gros qu'on peut l'imaginer, même si c'est imposant. Voilà. C'était juste pour déconstruire ça. Le régime alimentaire, vous connaissez. Juste pour avoir une idée sur la répartition, localisation de l'espace, ça c'est important parce que ça peut expliquer ce qui se passe dans les Pyrénées. Et sachez que les ours ont des territoires, les gros mâles ont des territoires qui recouvrent des territoires d'autres femelles, que les femelles ont des territoires adjacents souvent les unes aux autres, que lorsqu'une oursonne a la chance de survivre, eh bien, elle va avoir un territoire à côté de sa mère. Donc en fait, la dispersion des ours, ça va toujours être les mâles qui vont faire le plus de kilomètres. C'est eux qui vont aller chercher et qui vont engendrer un brassage génétique s'il y a une population d'ours bien flouée, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que dans les Pyrénées orientales, on est sur un front de colonisation, et depuis 20-25 ans, tous les loups des fois je me mélange entre les deux, tous les ours qui sont arrivés sur les Pyrénées orientales étaient des ours mâles, pour l'instant, puisque le noyau de population dans les Pyrénées, il est en Ariège occidental. Il y avait aussi le Béarn, et donc les femelles ont tendance à rester encore là-bas. Voilà, il y a une densification qui s'intensifie, mais on n'est pas encore là-dessus. Voilà, donc la phase de dispersion, qui est importante. Bon, juste un petit regard sur comment un territoire en montagne va s'organiser pour les ours. Hein. C'est dans les zones les plus raides, les plus rocheuses qu'on va avoir les tanières. C'est là, parfois très proche des villages. Hein. C'est parfois 1 km, 1,5 km à vol d'oiseau. Voilà, c'est vraiment des animaux qui sont capables de vivre près des hommes. Voilà. C'est pas du tout un problème, d'ailleurs. D'ailleurs, les Espagnols des Monts Cantabriques sont très étonnés quand, en France, ils ont vu qu'on présentait l'ours comme l'animal des espaces sauvages, des espaces vierges, alors qu'eux vivent avec depuis toujours, et ils sont habitués à avoir les ours à côté des villages, parfois dans les vergers. Maintenant, on va passer au loup, voilà, puisqu'il y a les deux espèces. Alors c'est tout un défi, hein, de ne pas passer trop de temps, et en même temps j'espère en tout cas d'être assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Sur les aspects historiques, il existe plein d'ouvrages, enfin, je veux dire, sur les aspects à la fois sociologiques, psychologiques, anthropologiques autour de ces espèces-là, notamment de nombreux auteurs qui ont travaillé là-dessus, donc il y a des matières. Combien il y a de loups sur cette photo? De loups, combien vous en voyez? Moi j'en vois déjà un. Peut-être 3. 1, 2, 2 sur. 2 sur. 7, Bon. 8. Eh bien en fait, il n'y en a qu'un. Voilà, c'était juste pour. Voilà. Il n'y en a qu'un sur. Voilà. Non mais c'était juste pour voilà, montrer à quel point on voit. Oui, voilà, il est au centre. Voilà, il est ici. Le voilà. Là, voilà. Avec la gueule ici. Voilà. Voilà à quoi ressemble le loup gris européen. Donc loup gris européen, en fait c'est un patchwork de couleurs. Il n'est pas que gris, il a du blanc, du noir, du rouge. Et je me rappelle toujours d'un témoignage d'un éleveur berger de Noël qui nous avait dit une fois, j'ai vu un animal qui a prédaté mes brebis, mais c'est pas le loup. Il n'est pas gris. Voilà. Parce que, et en fait, quand il nous a décrit le loup, c'était exactement le dessin qu'on retrouve dans les deux Lachaud-Niestlé. Voilà. C'était vraiment sur le guide des mammifères européens. C'était exactement ça. Donc avec des pattes qui sont ici, on le voit, voilà, j'y suis, avec du roux, avec des bandes noires pour le loup en Italie comme en Espagne. Ensuite, une tache blanche sous la gueule, le masque facial ici. Des oreilles qui sont plutôt pointues, avec également une bande noire sur le dos. Voilà. Et c'est un animal comme ça qui lui aussi fait 70 cm au garrot. Le poids c'est autour de 35 kg. Voilà, c'est pas des gros loups. Les gros loups sont liés aux hautes latitudes, beaucoup plus. Deux bases importantes, biologiques chez le loup. La reproduction la survie des louveteaux, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, puisqu'il y a plus de 60% des louveteaux qui atteignent l'âge adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les capacités de dispersion également, c'est que lorsque des loups vont naître quelque part, il faut s'imaginer qu'ils vont quitter ces zones à un moment donné. Ils ne vont pas rester sur le territoire de la meute. Et ils sont capables de faire, alors là, autant l'ours, il fait, pour le mâle, il peut faire jusqu'à 200 km. Voilà. Et c'est 200, 300, c'est vraiment des maximums. Autant chez le loup, c'est monnaie courante, et qu'il y a même des loups qui font, on va voir ça, hein, il y a beaucoup de biblios là-dessus, mais vous avez des loups qui font jusqu'à 1000 km par rapport à la zone originelle de naissance. Au niveau de la reproduction et de la survie des louveteaux, juste quelques chiffres, hein, bon, c'est juste le potentiel biologique de développement des populations de loups, il est de l'ordre de 46% par an. Si on enlève le facteur humain. Et dans les Alpes, depuis le retour du loup, et depuis qu'il y a des études scientifiques qui sont quand même qui sont assez robustes en France, parmi les plus robustes au monde d'ailleurs, on a eu une progression de plus de 20% de la population entre 1998 et 2019, avec une baisse en 2020 autour de 9% qui sont liés au plan de on ne parle pas de plan de régulation, mais enfin, en tout cas, il y a des loups qui sont tirés. Et ensuite, le braconnage aussi qui a sans doute augmenté. Donc on est vraiment, vous voyez, malgré tout ça, avec une croissance importante. Et pour les capacités de dispersion, voilà, on est entre 200 et 1000 km, on a à peu près 40% des loups en dispersion qui vont jusqu'à faire ces kilomètres-là. Plus les loups vont loin, globalement, c'est plutôt les mâles, là aussi, qui font les gros trajets. On n'est pas comme dans les populations de galliformes, de montagne, où ce sont souvent les femelles qui font le plus de kilomètres et qui vont engendrer le brassage génétique. Là, on est plutôt avec des mâles qui font des grands bonds, des fraudes de colonisation. C'est pour ça que depuis les années 2000, on considère que tout le territoire de France métropolitaine peut être atteint par des loups en phase de dispersion. Et on considère qu'il y a autour de 20% d'une population de loups qui est entre guillemets en dispersion. On appelle ça des loups flottants. Donc ça rejoint un peu la Méditerranée à Banyuls. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 20% d'une population avec des loups qui ne sont pas forcément en meute. Ça, c'est
Voilà, on peut avoir cette image-là, mais d'ailleurs, une meute, c'est un mâle et une femelle, mais pas que. Bon, les biologistes considèrent maintenant qu'une meute, ça peut être 2 femelles, ça peut être deux mâles, et c'est pas lié à la reproduction. C'est des animaux très sociaux, et donc ils sont capables de vivre ensemble, au-delà uniquement, ils sont pas là que pour procréer. Voilà. Donc il peut y avoir d'autres relations entre les individus. Donc cette base biologique, on la voit avec la dispersion. Là, c'est un loup, ça a été médiatisé, hein, j'ai repris des éléments vérifiés, mais en même temps, le grand trait rouge, là, c'est ce loup qui avait été, un jeune loup qui avait été capturé dans un camp militaire en Allemagne, à côté de Lüneburg, peut-être que ça vous dit quelque chose. Et donc il est parti comme ça vers la Biélorussie, vers la Russie, et puis au bout de 1500 km à peu près, il n'est pas mort, c'est l'émetteur qui s'est arrêté d'émettre, donc on ne sait pas jusqu'où il est allé, mais en tout cas il a fait plus de 1500 km en 6 mois. Donc c'est vraiment des animaux qui sont taillés pour la course, qui ont de grosses conditions physiques, et ils ont quelque chose inscrit en eux qui nous échappe. Mais nous aussi on a des choses inscrites en nous qui nous échappent, mais on avait en tout cas une mobilité aussi qu'on a perdue, mais eux, pour l'instant, ils n'ont pas perdu. Donc, à travers le loup, même l'ours aussi, on a toujours cette image que ces animaux-là vivent dans des espaces très sauvages, où l'homme est absent. Donc ça, c'est le haut massif du Marre, même s'il y a une histoire humaine. Pour le loup, on pourrait imaginer qu'il est toujours dans les coins paumés, mais en Espagne, en Castille-et-Léon, il y a des meutes de loups qui vivent dans des paysages de sériculture, enfin voilà, un peu comme la Beauce en France. Alors là, ils mangent des mulots, ils mangent des micro-mammifères, quelques lièvres. Ils doivent avoir des problèmes avec les pesticides et les insecticides sur leur foie et peut-être d'autres pathologies plus lourdes. Ça n'a pas été trop étudié. Il n'empêche qu'ils sont capables de vivre là-dedans. Donc l'image qu'on peut avoir d'un animal comme ça qui vit dans le sauvage, dans le wild, dans le wilderness, comme disaient les Américains, c'est quelque chose qui est totalement à relativiser. C'est des animaux qui, avant tout, s'adaptent. Pour peu qu'on ne cherche pas à les exterminer, ils vont s'adapter et ils sont capables de vivre près de nous, près des villages et près des villes. Alors, en France, pour suivre ces espèces, ça c'est important, eh bien, ce suivi, je vous l'ai raconté tout à l'heure, hein, c'est beaucoup de montagnes, beaucoup de repérer les sentiers où les animaux passent. Pour ça, quand il y a de la neige, c'est l'idéal, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on fait de la trace, un peu comme des trappeurs, un peu comme des chasseurs, hein, tout simplement, pour trouver les endroits, et après on pose des pièges photos qui vont nous indiquer des informations importantes. Sur l'ours, autour de 10 ours, il y a Jean-Jacques Camara qui avait mis en place cette méthodologie-là. Eh bien, il était capable, et l'équipe ours est capable, s'il n'y a que 10 ours dans un grand massif, de détecter tous les individus et d'arriver à les différencier avec la forme, la taille, avec également le génétique. On peut aller plus loin, mais rien qu'avec les mesures des empreintes, on peut être capable de différencier les individus. Chez l'ours, c'est autre chose, on est sur d'autres choses, mais la photographie automatique, elle a apporté une grande révolution dans la connaissance et dans la gestion de la faune sauvage. Donc je vais un peu vite parce qu'on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. En tout cas, voilà, pareil pour le loup, ça permet de détecter des animaux qui, encore une fois, sont de toute façon en faible densité et qui sont discrets. Voilà. Et ça, c'est un atout important. Mais la base de tout ça, c'est le travail de terrain. Et le travail de terrain, il vise avant tout à récolter des poils, des crottes, de l'urine, du sang, tous les éléments qui vont nous amener de l'ADN. Et à travers l'ADN, on arrive, pour le loup, à écarter en fait le chien, tout simplement. Parce qu'il y a des chiens divagants en montagne ou en plaine. Et donc faire un loup en montagne, quand il est dans la neige, on vous dira oui, il est tout droit, il y a des pistes comme au coup de fusil, mais il existe des chiens qui, entraînés à fuguer ou à divaguer, vont faire la même chose. Donc c'est vraiment l'ADN qui va toujours nous permettre de trancher et d'être affirmatif si on a affaire à du loup ou à l'ours. Et en même temps, l'ADN pour l'ours, c'est quelque chose d'important parce qu'on arrive avec notamment l'ADN mitochondrial, on est sur l'espèce, mais surtout avec le nucléaire, on va arriver à individualiser, ça c'est important,
dans la biologie de la conservation pour avoir des idées sur le nombre d'animaux et sur leur survie également. Bon, je ne vais pas plus dans les détails, mais en tout cas, ces mélanges de travail de terrain un peu rustique, on va dire, avec la technologie, font qu'on fait du suivi de ces espèces-là. Alors, la situation dans les Pyrénées-Orientales. Depuis 20 ans, dans les Pyrénées-Orientales, on est sur un front de colonisation de l'ours, avec ces ours qui de temps en temps s'installent ou alors repartent. Certains s'étaient installés, comme l'ours Boutsi dans les années 2000, début des années 2000, il était installé sur le Carlite, un petit peu parfois sur le Marre. Après, il y a d'autres ours, des fois, qui passent quelques mois et puis hop, qui disparaissent. D'autres qui sont détectés juste par un piège photo, et puis après on ne sait plus où ils sont, et puis on les retrouve un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est pour les ours sur les Pyrénées-Orientales. Et ensuite sur le loup, et bien là, tous les loups détectés dans les Pyrénées-Orientales depuis 20 ans, ce sont des loups qui souvent ont été détectés dans les Alpes françaises. Mais avant ça, l'ours brun dans les Pyrénées, voir un peu où on en est. L'ours brun dans les Pyrénées, donc on est avec des effectifs maintenant qui sont autour de 64 ours. Voilà l'aire de répartition, ça c'est intéressant parce que ça permet de voir un peu que c'est dans la partie orientale, on n'a pas énormément d'individus. Pour le loup, c'est important d'avoir une vision européenne pour voir qu'il n'y a pas que du loup dans les Alpes françaises, hein. On a partout des populations de loups globalement qui augmentent, à part en Suède et en Norvège, où là par contre ça stagne et même parfois ça diminue. Le suivi national pour le loup en France, alors vous ne voyez peut-être pas trop, mais on est autour de 640 loups en France en 2020, à peu près. Les nombres de meutes, ça c'est important, avec les nombres de zones de présence permanente, qui ne cessent d'augmenter depuis la fin des années 90, donc malgré les plans de prélèvement qui ont augmenté, on voit que la population de loups continue à augmenter, même si le rythme d'accroissement est en train de ralentir. Le suivi du loup en Occitanie, alors là ça nous permet d'avoir une vision cette fois-ci beaucoup plus régionale, et on voit à travers les cercles bleus des zones de présence permanente ou des zones de présence temporaire, donc qui sont donc pour les Pyrénées-Orientales, on va aller un peu plus loin là-dessus, mais sachez qu'il n'y a pas eu de reproduction détectée sur ces zones de présence permanente. Ce sont lorsque les loups sont détectés 2 hivers consécutifs dans un même secteur, on considère que c'est leur territoire, puisque c'est l'hiver qui a le plus de difficultés pour vivre dans un secteur. Donc voici donc dans les Pyrénées-Orientales, bien, vous avez le massif du Carlite qui depuis 2002 est une zone de présence permanente. Le massif du Canigou, Puigmal, Ripollès, alors cette grande zone qui, eh bien là on a une zone de présence permanente également. Et pour le massif du Mabre-Boucheville, qui est très proche du Carlite aussi, hein, donc ça peut être les mêmes individus qui vont sur l'un ou sur l'autre, on est plutôt sur une zone de présence temporaire. Donc là on est sur cette zone-là, et donc on a depuis 20 ans, on a entre 2 et 3 loups annuellement sur les Pyrénées-Orientales. Ce sont des loups que certains peuvent qualifier de flottants, puisqu'ils sont pas, il n'y a jamais eu de reproduction constatée. Il y a parfois eu des meutes, enfin meutes dans le sens de loups de même sexe ensemble. Voilà, on a eu peu et très peu et trop peu de femelles détectées, pour dire même avec certitude qu'il y avait effectivement une femelle. Parce que statistiquement, au niveau de la génétique, il y a besoin de plus d'éléments pour trancher. Et là, on ne pouvait pas trancher. Donc on a une lenteur de la recolonisation, on est assez loin des Alpes, et les femelles ont du mal à arriver. Mais on a eu quand même une arrivée régulière d'individus qui sous-entend qu'on a quand même sans doute des corridors, des chemins à loup qui existent entre les Pyrénées-Orientales et les Alpes françaises. Des chemins qu'on ignore. Alors l'impact sur les écosystèmes de ces animaux-là, et notamment du loup, parce que c'est un prédateur, et donc là-dessus, c'est par rapport à cette caractéristique-là, c'est important pour voir un peu ce qui se passe à l'étranger. En Espagne comme en Italie, là où le loup a été, on va dire, maintenu, il y a toujours eu une volonté d'avoir de bonnes et de belles populations d'ongulés sauvages.
Donc, c'est-à-dire que ces animaux-là ont été protégés également pour que le loup s'oriente plus sur le sauvage que sur le domestique, et pour réduire les conflits. Après, l'impact du loup par rapport à des populations d'ongulés sauvages, il ne faut pas s'attendre à ce que le loup soit le grand vétérinaire de la faune sauvage. Certes, il va être plutôt sur les jeunes, les vieux, les malades, certes, mais il n'empêche des meutes installées n'ont jamais pas empêché des maladies de se propager. Voilà, ça c'est important. Et autre chose, c'est que le loup ne va pas non plus faire baisser les populations d'ongulés sauvages. Parce qu'il va avoir plutôt une action qui a été bien mise en avant par les études de l'ONCFS à l'époque, c'est-à-dire sur la mortalité compensatoire. En d'autres termes, le loup va manger ou consommer des animaux qui, naturellement, seraient morts dans l'année, statistiquement. Soit des malades, voilà. En sachant que le loup, qu'on qualifie de grand prédateur, il est aussi un grand opportuniste avant tout, et donc il va être sur des animaux qui sont, il est capable de charogner, il n'est pas obligé d'aller, il ne va pas toujours tuer pour manger. Voilà. Donc à partir de là, bien que le loup n'est pas un animal qui permet, entre guillemets, de réguler les populations d'ongulés sauvages, mais par contre, enfin de les faire baisser leur effectif, mais par contre il va les faire bouger dans l'espace, parce que le loup a une pression, il va exercer, quand il décide de prédater, qu'il est en mode d'attaque, on va dire, mode de prédation, et bien là, il va faire bouger des populations d'ongulés sauvages, et c'est ça qui va être intéressant dans la fonctionnalité des écosystèmes. C'est d'avoir des ongulés sauvages qui vont devoir quitter certains vallons à un moment donné, parce que des loups ou un loup a décidé de leur courir derrière. Voilà. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on a perdu dans nos écosystèmes. Ce côté mouvement, parce qu'on a figé les choses, forcément. Les villes d'un côté, la campagne de l'autre, un petit peu de sauvage en marge, mais au milieu de tout ça, les ongulés sauvages, eux, ils bougent moins, et ça pose aussi des problèmes. Voilà. Ça va toujours ? Ouais. Peut-être l'aspect le plus important, qui est dans les pistes pour la coexistence. Donc on a vu qu'il y avait vraiment les proies sauvages, c'était important notamment pour le loup. C'est des ressources en protéines sauvages, forcément, ça évite d'aller taper sur des ongulés domestiques. Il n'empêche que pour la protection des troupeaux, c'est quand même là qu'il y a l'enjeu majeur, parce que quand un ours ou un loup revient dans un secteur, je dis bien revient, déjà, c'est qu'il n'y a plus l'habitude de vivre ensemble. Il n'y a plus les techniques de protection, c'est normal. Ça ne sert à rien vraiment de protéger un troupeau si ces animaux-là ne sont pas là, ne sont pas présents. Donc c'est une contrainte de travail supplémentaire, une contrainte psychologique, une contrainte de temps. Pour les éleveurs, même s'ils sont aidés financièrement par l'État, il y a forcément un blocage. C'est un peu comme dans tout métier, lorsqu'on doit évoluer, lorsqu'on a des contraintes nouvelles, ce n'est pas toujours agréable. Alors là, ce qui peut aider, c'est l'acceptation du sauvage, c'est l'acceptation philosophique de tout ça, mais lorsque cette acceptation n'est pas là, c'est d'autant plus dur de s'adapter et de faire les efforts. Et ça peut engendrer parfois des problèmes psychologiques lourds. Donc, sur les centres de la coexistence, en fait, on a le triptyque historique, c'est un berger, ou une bergère, bien sûr, pour du gardiennage, c'est des clôtures et c'est des chiens de protection. Ces chiens de protection, ce sont ces chiens qui sont éduqués, dressés, à vivre avec les bêtes à protéger. Et ces animaux-là, ensuite, vont développer un instinct, on va dire, c'est pas un instinct, ils vont développer une culture ensuite pour protéger les animaux avec lesquels ils ont été sociabilisés à l'âge de 8 semaines. Et à partir de là, lorsqu'il y a un bon dressage, ces chiens vont faire face à l'ours, au loup, au chien, au guépard, au lion, enfin ça a été testé à l'aigle royal, au grand corbeau. Voilà. Donc ça c'est un triptyque historique qui a débuté, en gros, peut-être pas pour les clôtures, mais en tout cas pour les rassemblements et des parcs parfois avec des pierres. Ça existe, on en trouve en montagne avec des murets. Ça a débuté il y a à peu près 4000 ans, 5000 ans, au moment du début de la domestication des mouflons, au moment du début de l'agro-pastoralisme. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on connaît. Mais tout l'enjeu maintenant, c'est d'aller plus loin. Et donc c'est ce qu'on a
essayé de mettre en place dans les réserves naturelles de France, avec les réserves naturelles catalanes, avec aussi l'IPRA, qui travaille dans les Alpes depuis maintenant presque 18-20 ans, sur l'étude de comment les loups attaquent les troupeaux. Voilà. Donc on est parti sur ce postulat, c'est que pour mieux protéger les troupeaux, mieux aider les éleveurs, on est parti de l'idée qu'il fallait mieux connaître le prédateur. En fait. Mieux connaître les prédateurs et mieux connaître comment un loup allait s'y prendre pour attaquer un troupeau. Et la clé, elle est là pour être beaucoup plus efficace au XXIe siècle. Et maximiser finalement les fonds publics aussi, enfin, en tout cas les rendre, avoir une plus grande utilité et pour essayer de réduire les conflits. Voilà. Donc on a utilisé parmi la technologie, donc là il y a le parc naturel régional des Pyrénées catalanes qui nous a aidés, parce qu'on est parti d'un constat, c'est que actuellement c'est calme sur les Pyrénées orientales, mais en 1997-98, il s'est passé des choses, et notamment dans le Marbre, avec une augmentation très importante de la prédation sur un troupeau. Et l'éleveur berger qui était en place à ce moment-là, à un moment donné, est venu taper au bureau de la réserve en disant « Il se passe quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Voilà. Il y a un avant, il y a un après, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mon troupeau est stressé, j'ai des attaques importantes. Donc il perdait jusqu'à 30, 40 brebis en estive, sur un troupeau quand même qui était important, mais qui était autour de 1000 brebis. Au départ, il n'y avait pas de chien de protection. Au départ, il n'y avait pas trop un gardiennage très fin. C'était un troupeau qui était un peu, qui n'était pas lâché et en liberté. Hein. Il y avait un berger, mais c'était lâche comme conduite. Lâche dans le sens où il y avait des brebis un peu partout sur l'estive. Et donc, en remettant tout ça à l'endroit, voilà, on a eu de gros problèmes à ce moment-là, de gros conflits humains. On a eu des personnes vraiment dans le désarroi. Et donc pour éviter tout ça, et fort de cette culture-là, on a voulu aller plus loin, en ayant comme constat cette idée-là, c'est que depuis 20 ans, 30 ans en France, depuis que les loups sont revenus, on évalue la protection des prédateurs sans en connaître leur comportement. Donc on considère que lorsqu'il y a des pentes raides, lorsqu'il y a de la forêt, c'est très compliqué à protéger, mais ça ne donne pas plus de solutions. Donc il a fallu des chiens de protection, quand ils sont présents, on dit voilà, il y a des chiens de protection. Ce qui va être important, c'est d'analyser quel type de chiens de protection sont là et quel chien de protection on a besoin pour mieux protéger les troupeaux et de quelle lignée on aurait besoin. Par exemple, je vais aller de plus dans les détails. Donc la nouvelle approche, elle est sur plutôt la protection des troupeaux avec l'éco-éthologie du loup, donc comment le loup se comporte, et observer la protection face au loup sauvage. On observe donc les travaux de l'équipe de l'IPRA dans les Alpes, ils ont avec des caméras thermiques à vision nocturne, prêtées au départ par l'armée, puis ensuite achetées par leur propre fondation. Ils ont observé comment les loups attaquaient les troupeaux, ou comment les loups plutôt vivaient aussi autour des troupeaux, comment les chiens réagissaient. Et à partir de là, eh bien, un dialogue peut s'opérer avec les éleveurs volontaires, et c'est très important pour aussi démystifier et montrer à quel point la conduite des troupeaux, un travail qualitatif sur les chiens de protection, l'approche qualitative de plein de paramètres peut permettre de réduire tout ça. Donc le protocole, c'est des observations qui sont faites entre 22h et 7h du matin. Donc c'est des équipes qui se relaient en pleine montagne avec ces caméras thermiques où il fait froid, donc c'est pour ça qu'on est habillé avec des vêtements très chauds parce qu'en été il fait froid la nuit. Et puis ensuite, il y a bien sûr toute la phase l'hiver, au bureau, de tout analyser, ce qui a été observé, même si toute la journée, le lendemain, est consacrée à regarder un peu ces images-là. Donc, là, on est dans cette étude-là, et ce travail-là, on le fait avec de l'anticipation, pour éviter d'être dans le dur, parce que lorsqu'il y a de la prédation sur des troupeaux domestiques, c'est très compliqué. Au niveau humain, forcément, mais aussi là, on est vraiment dans un problème pour mettre en place des systèmes de protection, pour dresser des chiens de protection tout simplement, et qui soient efficaces,
S'il y a de gros problèmes avant ça, c'est compliqué. Et puis les chiens vont mettre 2-3 ans avant d'être efficaces. Donc c'est bien d'anticiper. Et sur le département des Pyrénées-Orientales, c'est l'un des départements des Pyrénées où il y a le plus de chiens de protection. C'est la pastorale pyrénéenne qui travaille dessus. La Fédération des réserves catalanes y avait travaillé à un moment donné. Mais actuellement, la pastorale, on est autour de 260 chiens de protection sur le département des Pyrénées-Orientales. Ce qui fait qu'il y a à peu près, on a la plus forte densité de chiens de protection. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que lorsque des loups arrivent depuis les Alpes, s'ils sont confrontés à des chiens de protection, il va y avoir forcément des expériences négatives, et donc on peut parler de dressage des loups. C'est tout l'important, c'est d'arriver à dresser les loups, qu'ils aient peur des brebis, qu'ils aient peur des vaches, avant d'en arriver à de la prédation. Donc l'amélioration de l'efficacité des systèmes de protection, ça c'est quelque chose de très important, surtout quand le contexte est apaisé. Alors voici une image. Alors là on est dans les Alpes avec ces vidéos caméras nocturnes. Donc on est vraiment dans un secteur qui n'est pas protégé. Donc c'est pour ça que les vertus de l'anticipation sont importantes, parce que lorsque les troupeaux ne sont pas protégés, eh bien voilà ce qui s'est passé. On n'est pas loin du massif du Mont Blanc. Pas loin d'ailleurs d'une réserve naturelle qui fait partie d'Aster, qui est un réseau de réserves naturelles dans les Pyrénées, dans les Alpes françaises. Alors on revoit les grandes falaises calcaires là, qu'on voyait tout à l'heure, toutes les brebis, ici. Puis il va y avoir un mouvement, et ce mouvement, dont le caméraman il cherche l'origine. Et le point blanc ici, voilà, donc c'est la chaleur qui est rendue par l'animal. Donc là on a le loup. Alors il y a un lot de brebis là qui était un peu décalé sur l'alpage. On voit bien que le loup est sur la piste de ces animaux-là. Alors je ne sais pas ce que vous... Voilà, je vous laisse aller un peu plus jusqu'au bout. Donc là, la deuxième tentative est beaucoup plus... on voit que l'animal, le loup, là, a essayé d'attaquer à une patte arrière. Je ne sais pas si vous avez vu. Là. Donc il galope, ouais. Il galope, ça va vite, ça va très vite. Alors, il doit y avoir quand même des bêtes blessées, des pattes cassées, ou des luxations, ou des entorses, ça c'est sûr. Du stress aussi. Mais là, quand même, on a ce qu'on appelle un grand prédateur. Donc, vous voyez le loup, l'horrible loup. Ouais. Alors, il y a certains loups qui sont dégourdis, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et heureusement, celui-là n'était pas très dégourdi. Parce qu'il n'y a aucun système de protection. Et on voit qu'il a quand même du mal. Ça a duré longtemps, cette histoire-là. Ça a duré toute une nuit. Et il a eu beaucoup d'échecs, en fait. Alors que le troupeau n'est pas protégé. Donc ça veut dire aussi qu'à travers ces études-là de l'IPRA, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a plusieurs loups. Il n'y a pas un loup. Il y a différents caractères, comme chez les humains, et différentes capacités physiques, physiologiques, mais aussi des capacités cognitives et donc intellectuelles. Voilà. Donc tous les loups ne sont pas probables morsures, vous voyez, mais on est sur quelque chose qui est... on n'en est même pas sûr, alors que honnêtement, il n'y a pas de chaîne de protection, il n'y a rien. Il n'y a rien qui permet de protéger les brebis. Alors par contre, il va y avoir des dégâts à celle-ci. Voilà. Mais enfin, il a quand même du mal. Il a quand même du mal, il lui échappe.
partie. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Donc là, on est dans un système où il n'y a pas de protection de troupeau. Voilà, ça c'était pour illustrer la nécessité de protéger les troupeaux, hein, parce que ces grands mouvements de troupeaux comme ça, c'est assez stressant lorsqu'il y a des... voilà. C'est très compliqué pour les brebis de toute façon de se protéger d'elles-mêmes. Ça, c'est par rapport à un loup, c'est très compliqué, c'est pas possible. C'est pas des animaux qui... Alors, autre chose, avant peut-être de terminer, juste ce qui a été mis en évidence entre les chiens de protection et les loups. Ça a été des découvertes aussi intéressantes. Voilà des chiens de protection. Alors là, on a des montagnes des Pyrénées. Là, on a un loup avec la queue qui est rentrée sous le corps. C'est un animal là qui est stressé. Donc voici un loup. Le troupeau, il y a à peu près 1000 brebis là, qui sont regroupées, c'est la nuit. Le loup va essayer d'attaquer et donc il attaque. Voilà. Sauf qu'il y a des chiens de protection qui étaient à l'intérieur du troupeau, qui n'ont pas réagi mais qui ont aboyé. Mais ce sont des chiens de protection qui sont rassurés quand ils sont près des brebis. Et après, il y a d'autres chiens de protection qui, eux, au contraire, ont un caractère voilà, aussi différent et qui sont capables de sortir du troupeau, et c'est ceux-là qui sont précieux. Enfin, les deux types sont précieux. Et ils vont aller chercher et repousser le loup au plus loin. Voilà. Donc là, ils vont dans les bois, ils vont dans la zone où il y a une tanière qui n'est pas très loin de là, d'ailleurs. Donc l'attaque, vous voyez, il y avait un loup solitaire qui attaquait, et puis il y avait d'autres loups qui étaient un peu plus loin, et vous avez les chiens de protection qui partent à leur trousse. Et donc là, on a un rapport vraiment agnostique, autrement dit, de confrontation, c'est clair et net, le chien de protection qui attaque le loup. Et ça se poursuit sur plusieurs kilomètres dans la nuit. Voilà. Donc on a du mélésène, c'est les arbres que vous avez qui sont clairs. Voilà. Donc juste que vous voyez cette image, on voit le loup donc, qui est beaucoup plus blanc. Voilà. Parce qu'il dégage beaucoup plus de... C'est une question de chaleur. Puisqu'il a un poil beaucoup plus court, alors que le chien de protection a un poil beaucoup plus long. Et là, il va se retrouver, ce chien de protection, finalement, au bout d'un moment, avec 4 loups. Et donc là, maintenant, c'est les loups qui ont un comportement qui l'attaquent. Mais en tout cas, ils ne vont pas jusqu'au contact, vous voyez, parce qu'il y a quand même toujours des distances de sécurité, on va dire. Et en fait, les loups, là, redescendent à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, ils repoussent le chien, ils sont faciles. Vous voyez tout à l'heure que le loup, quand il décide d'accélérer, il sème le chien de protection. Mais là, il s'arrête en fait sur un cadavre de brebis. En fait, on ne sait pas s'ils sont revenus là pour vraiment repousser le chien ou s'ils se sont dit, attends, le chien va nous empêcher d'aller manger, donc on va repousser le chien et on va manger le cadavre de brebis. Enfin, ce qui est resté de la brebis. Voilà. Donc, un autre élément aussi qui est important, ce loup, c'est un loup adulte. Ce chien de protection là ne passe à côté mais ne le voit pas ou ne le sent pas. On est dans la nuit, hein, bien sûr. La pente est très raide. Et là, ce loup, et c'est un loup dominant à la base, mais là, vous voyez, il a le chien, il n'a pas d'autre alternative que de se soumettre au chien pour échapper en fait pour échapper au chien de protection. Et tout ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est que le loup et le chien sont forcément deux canidés, et donc ils se comprennent. Et donc il y a des relations à 90%, comme ça, il y a des relations de conflit entre les chiens et les loups, mais il y a aussi une petite part de relations presque amicales entre les animaux, et ça, c'est aussi des découvertes qui ont été permises avec ça. C'est pas parce qu'il y a du loup quelque part qu'il va y avoir des confrontations négatives. Voilà. Des relations sociales. Ouais, faut pas que vous voulez voir les relations sociales? J'avance? Vous allez partir? Ou alors j'avance.
Non, j'avance pas. Relations sociales, on est toujours dans le même secteur, donc là, c'est qu'on se rend compte que les loups et les chiens, au bout d'un moment, se connaissent. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils partagent le même espace, le même territoire. Et donc, ils se connaissent. Donc là, on a un chien qui n'est pas très loin d'un loup, dont le chien est au-dessus. Hein. Il est plus sombre, donc des poils plus longs, donc il dégage moins de chaleur. Il est plus froid. Et le loup au poil ras, en plein été, eh bien, c'est pour ça qu'il apparaît beaucoup plus blanc. Donc là, vous avez... Cette scène a duré plusieurs heures. Hein. On suppose qu'ils étaient en contact olfactif ou quelque chose comme ça. Mais comme le loup n'avait pas un comportement, n'était pas en mode d'attaque ou en mode prédateur avec les brebis, eh bien, le chien n'a pas forcément intérêt à essayer de le repousser. Vous voyez, c'est aussi par rapport au comportement que peut avoir le loup que le chien doit réagir. Et ces images-là, vous voyez, on n'est pas loin du troupeau autour de la cabane, il y a à peu près 1000 brebis là, et ces images-là, ça a duré toute la nuit, le loup n'a pas attaqué. Mais dans 70% des images qui ont été tournées, des cas comme ça, les loups sont autour des troupeaux mais n'attaquent pas. Voilà. Ils ne sont pas toujours... Hein, parfois ils traversent et ils vont chercher des proies sauvages dans le vallon d'à côté et ils reviennent avec un gigot 3 heures après, mais ils laissent de côté le troupeau domestique. Voilà, ils sont pas... Si vous voulez, il n'y a pas une focalisation des loups sur les troupeaux quand ils sont protégés. Et même parfois des troupeaux non protégés, eh bien, parfois ne sont même pas attaqués. À certains moments. Hein. Mais globalement, la protection permet voilà. Alors là, autre chose, ah oui, je parlais, mais là c'est encore plus intéressant ce qui se passe. Je dis plus rien. J'ai entendu, ils sont en train de jouer. Oui, il y a des postures de jeu. C'est le même chien qui, à un moment donné, repoussait l'autre loup quand il s'approchait du troupeau, et on suppose que le loup, là, était en mode attaque. Voilà. Ça veut dire qu'ils se connaissent tellement bien qu'au comportement de l'un de l'autre, à un moment donné, ils vont réagir en fonction. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà, il y a des comportements il y a de la méfiance, mais en même temps, il y a comme du jeu. Mais au niveau génétique, il n'y a pas quand même le chien et le loup. Mais déjà, ce sont deux canidés, c'est la même espèce. Et en même temps, il y a une cohabitation, là ils se connaissent, mais ils ont les mêmes codes de comportement. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Bon, voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas toujours des confrontations, mais là on n'est qu'à 5% de leurs relations, des relations entre guillemets amicales. Le reste du temps, on est sur de la confrontation. Ne restons pas sur ces images-là. Je me dépêche. Alors, bon, si vous voulez, on pourra regarder ça après. Juste pour schématiser tout ça, je sais qu'on ne voit pas trop, et simplement, à travers les études de l'IPRA, il y a eu beaucoup de statistiques qui sont sorties, et on en est arrivé à... La grande idée, c'est que les loups n'attaquent quasiment jamais en meute. Ils attaquent très souvent seuls ou à deux maximum. Voilà. Au contraire, toutes ces images-là, tout ce travail-là a permis de découvrir ou de déconstruire certaines idées. Voilà. On a souvent des jeunes loups qui attaquent les troupeaux domestiques, plutôt. Des loups adolescents qui sont sur leur 2e année, qui sont souvent rejetés par la meute qui élève les petits de l'année. Donc à l'été 2021, il y a la meute, c'est-à-dire le mâle alpha et la femelle qui s'occupent des louveteaux. Et les ados de l'année précédente sont toujours présents sur le territoire, certains ont déjà migré. Et ceux qui sont présents ont tendance, en fait, c'est plutôt ces loups-là qui ont tendance à aller sur les troupeaux. Et ça rejoint pas mal d'observations de bergers, de bergères, qui disaient mais ces loups ils sont efflanqués, ils sont maigres, ils sont plutôt fins. On n'a pas de gros loups qui viennent sur les brebis. Donc à travers les caméras nocturnes, à 90% des cas, on est là-dedans. Voilà. Sur des troupeaux protégés. Et là voilà. Donc après voilà, sur les chiens de protection. Donc ça a permis de démystifier tout ça, et des travaux que l'on a menés, c'est avec les éleveurs de montrer ces images aussi. Ça stresse, mais aussi ça peut rassurer, quelque part. Voilà. Alors que des idées fortes,
c'est surtout que finalement, je reviens là-dessus, on n'a pas de stratégie collective d'attaque par les loups. On pourrait essayer, voilà, pas du tout. C'est plutôt on est plutôt sur de l'aléatoire finalement. Et autre chose, on a vraiment cette idée-là, c'est que tous ces animaux-là vivent sur le même territoire. Donc avec les éleveurs, lorsque les loups sont détectés, on travaille là-dessus, sur les estives, eh bien on va parler du risque de loup de plus en plus, ou de l'ours, comme avec les systèmes d'avalanche, avec des systèmes d'alerte, des systèmes de... Voilà. On va aller vers là-dessus pour considérer cet animal-là comme un aléa naturel. Donc voilà. Simplement sur la réserve naturelle de Noël, donc sur quoi on travaille actuellement, c'est renforcer auprès des éleveurs volontaires la structuration d'une meute de chiens de protection, avec 2 types de caractères qui sont recherchés. C'est des chiens, on a besoin de chiens qui sont présents avec les brebis, et des chiens qui sont un peu plus périphériques. Alors attention, ce n'est pas des chiens qui doivent aller à 5 km du troupeau. Non, c'est pas ça. C'est des chiens qui sont capables, qui ont le comportement, qui ont la force aussi, le caractère de sortir du troupeau pour faire face au danger. Donc on a besoin d'avoir ces deux types de chiens. On a besoin au niveau d'une meute de chiens de protection d'avoir une pyramide des âges qui soit équilibrée, avec pas que des vieux, pas que des jeunes, mais plutôt un équilibre. Surtout pas que des vieux ou surtout pas que des jeunes, parce que dans les deux cas, d'un côté il y aura l'expérience et de l'autre côté il y aura l'inexpérience, et c'est pas du tout beau. Donc il y a vraiment besoin que ça se cale sur plusieurs années, tout ça. Et on va avoir besoin bien sûr de bergers qui sont capables de dresser ces chiens, de les corriger, et puis de déplacer, d'abandonner tout ce qui est couchade libre, c'est-à-dire les brebis. Il ne faut pas qu'elles décident là où elles vont dormir, mais c'est plutôt l'humain qui va décider, on va les mettre là, dans des parcs. Parce que si elles vont sur des pics, les brebis vont souvent sur des pics. Si elles vont sur des pics, elles s'éloignent de la cabane, la distance est trop importante pour le berger, et puis surtout, souvent il y a des barres rocheuses, plus on monte, plus il y a des zones plus vulnérables, donc éviter les dérochements. Donc ça demande tout ça de la maîtrise. Et ce qui est rassurant dans les travaux qu'on a pu mener, c'est de se rendre compte à quel point, et là il y a de l'espoir, parce qu'au départ on était quand même un peu inquiet là-dessus, et de voir que finalement ces découvertes que les loups n'attaquent pas en meute, ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'on était calé sur les expériences états-uniennes en fait, au Canada, les grandes meutes derrière lui. Et ça c'est quelque chose de nouveau, et qui est le résultat de suivi sur des milliers d'heures. On est sur des statistiques robustes. Voilà. Donc on cherche avant tout des compromis et tendre vers la voie du milieu. Voilà, ça sera compliqué, mais en tout cas, on est au début, je pense, d'avancer sur ce dossier-là, après avoir, je dirais, stagné pendant à peu près 20 ans, mais c'était sans doute nécessaire, c'est des passages délicats comme ça. Mais globalement, sur la gestion des prédateurs, on a besoin d'avoir, au-delà de l'aspect purement scientifique, on a besoin d'avoir un accompagnement humain important et de ne pas se raisonner toujours en matière mathématique ou génétique, mais pour que la conservation soit partagée, d'accorder du temps aussi à l'humain, même si c'est parfois compliqué, même si parfois on n'est pas toujours récompensé, mais en tout cas de laisser du temps pour que justement la voie du milieu, de l'acceptation puisse accepter et puisse avancer. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions résiduelles après cette présentation extrêmement vivante, documentée, active même, de ces populations d'ours et de loups? Alors. Bonjour. Ma question, c'est comment se passe quand il y a les chiens qui veulent protéger les brebis, mais au lieu que ça soit le loup qui attaque, c'est l'ours. Disons que là, effectivement, les travaux qui sont menés actuellement, comme sur le département des Pyrénées-Orientales, c'est plutôt le loup qui arrive et qui est présent. Effectivement, on a travaillé beaucoup sur le loup, en coopération avec l'équipe de l'IPRA qui travaille dans les Alpes.
Les travaux actuellement sur l'ours là-dessus n'ont pas été, on n'a pas cet équivalent de connaissances. Donc ce serait quelque chose déjà dans l'étape 1 à développer. Je sais qu'il y a l'université Géode à Toulouse, du CNRS. Il y a une étudiante ou un étudiant, d'ailleurs en thèse, qui travaille là-dessus. Mais globalement, on sait quand même, on ne part pas de zéro sur l'ours, je vous rassure. Il y a eu beaucoup de travaux dans le Béarn, donc, qui n'étaient pas avec de la vidéo nocturne, mais qui étaient sur des choses assez pragmatiques. Les troupeaux protégés, avec des chaînes de protection actives, avec du gardiennage, avec des regroupements, c'est très efficace pour protéger les troupeaux contre l'ours. Et je dirais même que c'est plus facile de protéger un troupeau contre l'ours que contre le loup, parce que l'ours, si vous arrivez à le détourner, comme il est à 80% végétarien, on arrive à le dresser, à aller vers autre chose. Bien sûr qu'il aura des besoins physiologiques en protéines, ça c'est évident. Il les aura à l'automne et au printemps, mais grâce, j'allais dire, à l'enrichissement, enfin en tout cas à la bonne santé des populations d'ongulés sauvages, il a désormais des ressources dans le milieu naturel pyrénéen qui vont lui permettre d'atteindre cette ressource en protéines. Y a-t-il une autre question? Ou remarque peut-être, d'ailleurs commentaire? Moi j'ai été frappée par la difficulté quand même de cette tâche. C'est ce qu'il y a de plus difficile d'arriver à la voie du milieu qui est la plus équilibrée, parce je crois avoir deviné qu'il n'y a pas d'homogénéité comportementale des loups, ce qui veut dire qu'il faut une période d'observation et d'adaptation constante en fait, à renouveler constamment pour pouvoir éviter la prédation. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une... Et c'est pour ça qu'on ne doit pas, peut-être collectivement, faire reposer la responsabilité, quelque part, de la protection des troupeaux uniquement aux éleveurs. Il faut qu'il y ait une force collective avec eux pour les aider. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place sur les espaces naturels protégés, dans les réserves naturelles, avec des gardes techniciens, des gardes techniciennes, avec des caméras, avec des pièges photos, pour avertir les éleveurs. Et on parlait, je suis allé vite, excusez-moi, mais du risque d'avalanche, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on détecte un ours ou un loup quelque part, c'est d'avertir les éleveurs en disant, voilà, là il a passé tel col, ça veut dire qu'il va sur les styles, parce qu'ils ont des corridors, ces animaux-là, ces animaux routiers, un peu comme nous d'ailleurs. On a une façon de se déplacer en ville ou à la campagne ou dans la montagne. Voilà, enfin, toujours est-il qu'on arrive à prévoir leur arrivée sur une estive, une fois grâce à la technologie moderne. Donc il s'agit d'avertir les éleveurs via des SMS, ou alors en leur disant, voilà, là le risque d'attaque augmente. Voilà, ça peut être important. Donc sur la réserve de Noël, mais ailleurs aussi dans les Alpes, il y a on a fait des groupes WhatsApp, en utilisant des choses toutes simples, où on avertit des rumeurs même, on avertit aussi les éleveurs d'éléments par contre fondés, et pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe, en leur disant, voilà, risque très faible, parce que c'est vraiment, il n'y a rien de vérifié, mais le partage de l'information, la confiance, les relations, c'est très important, en sachant que, on le sait de toute façon, les relations humaines elles sont très fragiles, et que lorsqu'il y aura de la prédation, il y aura des tensions, il y aura des conflits. Donc ça, on le sait, mais par contre, on peut arriver collectivement à faire au moins peser la responsabilité, le poids, la charge mentale de tous ces animaux-là sur des éleveurs qui sont dans des zones rudes, même s'ils sont aidés, mais ça ne fait pas tout. C'est la montagne. Voilà. Et c'est un choix de société que de vivre avec ce qu'on leur impose. J'ai entendu parler aussi des difficultés que soulevaient les chiens eux-mêmes face aux promeneurs, face aux cyclistes, c'est pas évident non plus, ces chiens. C'est un autre élément dans l'équation à résoudre. Ouais. Et effectivement, les chiens de protection, en plus, appartiennent aux éleveurs. Donc s'ils appartiennent aux éleveurs, c'est qu'ils en ont aussi la responsabilité juridique, actuellement.
Ces chiens sont payés par l'État via des fonds européens. Voilà, il y a un accompagnement financier pour que les éleveurs puissent s'équiper. Il y a un accompagnement dans les Pyrénées, j'allais dire technique, pédagogique, par l'association La Pastorale Pyrénéenne, pour justement éviter les gros problèmes avec les humains, et éviter les problèmes avec les chasseurs, avec tous les utilisateurs de la montagne, les randonneurs, les vététistes. Et donc là, il y a un travail déjà de dressage des chiens, de sélection génétique et comportementale de certaines lignées, en sachant qu'un chien de protection n'a pas besoin d'être agressif envers l'homme ou la femme pour être efficace à la protection. Ce n'est pas l'agressivité qui fait l'efficacité. Plus un chien va être attentif à son univers, plus il va bien protéger. En fait, un chien mordeur, c'est un chien stressé. C'est pas du tout un chien qui est bien dans sa tête. Voilà. Et c'est donc ça, c'est d'arriver à l'écarter. Et puis on est dans les Pyrénées, on est dans les Alpes, on n'est pas en Europe de l'Est, vous avez beaucoup de chiens qui sont aussi en place pour protéger les troupeaux des vols humains. Donc là, il y a des chiens là-bas qui sont dressés pour attaquer les humains. Donc moi, je me suis retrouvé plusieurs fois dans les arbres là-bas, parce que les chiens ne lâchaient pas. Mais par contre, ce n'était pas forcément ces chiens-là qui étaient capables de faire face à l'ours ou au dire du berger quand on arrivait à dialoguer. Enfin, il y a quand même une culture du français en Roumanie un peu, donc, même dans les campagnes, c'est surprenant. Parce que moi, le roumain, je ne connais rien. Mais les bergers qui étaient très peu allés à l'école, et bien, eux, ils savaient parler français. Et ils avaient des références en Victor Hugo, tout ça. Enfin, c'était assez hallucinant. Langue romaine. Toujours est-il qu'en tout cas, ils avaient... voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, voilà, c'est que déjà, il y a ce travail-là avec les chiens, avec les éleveurs, et puis après, il y a un travail à faire, nous tous et nous toutes, c'est de savoir ce que c'est qu'un chien aussi, et d'avoir la bonne attitude. Quand un chien de protection vient vers nous et qu'il aboie, en fait, il fait son boulot. Il ne faut pas se sentir agressé. L'agression viendrait s'il viendrait me pincer le mollet. Là, il n'a pas à faire ça. Mais s'il vient jusqu'à 4, 5 mètres, 2 mètres, c'est normal. Alors là, après, c'est à moi à ne pas le regarder dans les yeux. Voilà. Chez les humains, de se regarder dans les yeux, c'est des signes de respect, c'est des relations aussi. Mais avec un chien, surtout pas, parce que là, on est dans un rapport de force, et ça, il ne va pas l'accepter. C'est lui qui doit être... Donc déjà, c'est le rassurer, s'éloigner de la zone qui protège, parce que souvent, derrière lui, il y a le troupeau. Donc c'est s'éloigner, montrer qu'on s'éloigne, sans forcément tourner les talons, et sans partir en courant, parce que la course et le mouvement déclenchent l'attaque, chez l'ours d'ailleurs, comme le loup, et surtout le loup d'ailleurs. C'est un autre élément dont il est chez les chiens, bien sûr, c'est ça. Et puis après, si vous avez un chien qui est trop insistant, c'est bien d'intégrer, de faire une zone tampon entre votre corps et lui. Ça peut être une casquette, alors il faut en avoir une, un béret, un sac à dos, un bâton, mais ça dépend comment vous le mettez, le bâton. Voilà. Il ne faut pas le mettre comme ça. Enfin, voilà. Un bâton, voilà. C'est bien de ne pas lui envoyer un coup de bâton, parce que les prochains touristes qui passent, dès qu'il va voir le bâton, soit le chien est flippé et il aura peur, et si c'est un chien qui a du caractère, il finira par attaquer. Voilà, Y a-t-il une autre question? Bien. Ah, pardon. Alors, ces fameux chiens de protection sont différents de nos chiens de berger classiques, patous, etc. C'est des espèces différentes, ces chiens de protection, c'est pas les chiens classiques de nos Pyrénées. Alors, ce que vous appelez le patou, c'est un chien de protection. Voilà. Après, il y a le labri pyrénéen, c'est un chien de conduite. Donc ça, c'est différent, puisque ça, c'est les chiens de conduite vont être les chiens qui vont conduire les troupeaux, qui sont plutôt des chiens de petite taille, très vifs, qui ont des museaux allongés, et qui vont, comme le border collie par exemple, et qui vont avoir des postures de prédateurs. Et en ayant des postures de prédateurs, il faut bouger le troupeau, et bien sûr ils sont dressés pour ne pas aller au bout de la prédation. Alors que les chiens de protection, eux, ont été sélectionnés dans le temps, depuis des millénaires. On retrouve des traces de chiens de protection dans des campements et dans des zones dès l'Antiquité.
Voilà. Dès qu'il y a des troupeaux, dès qu'il y a de la sédentarité qui s'opère avec des troupeaux domestiques, on retrouve aussi des cadavres de grands chiens. Donc déjà, c'est des loups qui ont été sélectionnés pour protéger, qui sont devenus avec le temps des chiens de protection. Donc c'est leurs caractéristiques, eux, ils n'ont pas un museau long, ils ont un museau qui est beaucoup plus court, on les appelle dolicocéphales, et donc ils ont moins de caractéristiques finalement liées à la prédation et liées justement à la morsure. Ce pas des chiens mordeurs comme peuvent l'être les chiens de berger, les petits bordeurs. Ceux-là, ils pincent les brebis régulièrement pour les remettre, ils pincent les pattes des vaches aussi pour les déplacer aux ordres du vacher ou du berger. Et on le voit hein, sur les attaques de loups, le loup attaque toujours au mollet, il essaie d'écarter la bête du troupeau et après il ira avec une prise à la gorge. Et ces grands chiens, eux, leur boulot c'est la protection. Ils vont s'interposer, on joue sur leur gabarit, ils en imposent comme on dit. Voilà, ça joue. Et puis après sur l'aboiement, c'est important, mais aussi sur les marquages olfactifs, ils vont uriner, ils vont déféquer, gratter le sol à des endroits, dans la montagne ou en plaine, et ils ont une forme de dissuasion que nous humains, on a du mal à détecter, ça c'est sûr. Qu'en est-il de l'emploi d'ânes pour alerter justement l'arrivée d'un prédateur sur un troupeau? Oui, c'est vrai que c'est utilisé hein, dans certains endroits. Il y a eu des expériences menées qui ne sont pas toujours... il y a des cas aussi de morsures des ânes sur les enfants, des morsures graves parfois. Donc là aussi, il y a besoin d'un accompagnement technique important. L'âne va avertir, donc il peut avoir un impact positif s'il est associé notamment au chien de protection. Voilà, il va aller lire, il y a tout, ça peut jouer là-dessus, mais l'âne est aussi une proie potentielle pour le loup, pour l'ours. C'est là le problème. Voilà, il y a des cas de mortalité trop importants pour qu'il soit utilisé avec voilà. Mais c'est une piste qui a quand même été étudiée, mais qui a posé plus de problèmes que voilà. Ça n'a pas été très concluant de ce que je sais. Voilà, on va peut-être mettre un terme à cette rencontre très intéressante avec M. Salvador. Voilà, merci.